Bientôt 14h sur BFM TV, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée largement à la guerre en Ukraine. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, la Russie dit mettre désormais le cap sur l'est de l'Ukraine. Est-ce une forme de défaite pour Vladimir Poutine ou était-ce l'objectif depuis le début? Cette stratégie marque-t-elle un tournant dans cette guerre? On va en parler largement avec nos invités. Sauver les habitants de Mariupol, c'est l'appel lancé par Emmanuel Macron annonçant une opération humanitaire conjointe avec la Grèce et la Turquie pour évacuer les civils de cette ville pilonnée par les Russes depuis plusieurs semaines. Le président français s'entendra à ce sujet avec Vladimir Poutine. Et puis, deuxième jour du déplacement de Joe Biden en Pologne. Le président américain est à Varsovie pour rencontrer le président polonais ainsi que des ministres ukrainiens. Il doit prendre la parole à 14h30 heure française. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Est-ce un tournant dans la guerre menée par la Russie en Ukraine? Moscou a annoncé se concentrer désormais sur l'est du pays. Quelle est vraiment la stratégie de Vladimir Poutine? Élément de réponse avec Elisa Trana. Le commandement russe a créé la surprise en annonçant concentrer son offensive sur l'est de l'Ukraine. Dans l'ensemble, les principaux objectifs ont été achevés. Les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui nous permet de concentrer le gros des efforts sur la réalisation de l'objectif principal, la libération du Donbass. Un Donbass en partie sous contrôle militaire russe depuis 2014, avec ses deux villes séparatistes, Donetsk et Lugansk, en jaune sur cette carte. Cette fois pour Vladimir Poutine, il s'agirait de s'emparer du reste de la région. Les deux républiques séparatistes représentent un tiers de la surface des deux oblasts. Or, Poutine voudrait la totalité des deux oblasts, c'est-à-dire qu'il a encore 2 tiers à avaler, si je puis dire. Ce qui inclut la ville de Mariupol. Alors cette concentration à l'est est-elle un piège ou une porte de sortie pour le Kremlin? Il faut rester méfiant, s'accordent les spécialistes. Lorsqu'une armée se retire de quelques kilomètres, 10, 20 kilomètres, en général c'est pour 3 raisons. La première, c'est la poudre d'escampette. À mon avis, ça m'étonnerait. La deuxième chose, c'est une réarticulation, ce qui est possible compte tenu des difficultés qu'a cette armée russe aux abords des villes. La troisième, c'est pour faire des frappes chimiques, des frappes artillerie, de tout ce qu'on voudra. Même si l'objectif principal est le Donbass, Vladimir Poutine aurait un intérêt à maintenir la pression sur le reste de l'Ukraine. Les Russes, elle n'a pas changé, elle est positionnée, elle a des forces qui sont mobilisées sur des sièges. Peut-elle relâcher cette contrainte? Si elle relâche cette contrainte, ça libère aussi des forces ukrainiennes. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour le moment, les bombardements se poursuivent ailleurs en Ukraine et les forces russes ne semblent pas en position de repli. Bonjour Thomas Flichy de la Neuville, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur des universités, titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business, spécialiste également de la civilisation russe. Concentrer son offensive sur le Donbass, est-ce que c'est un aveu d'échec pour Vladimir Poutine ou plutôt peut-être finalement sa stratégie dès le début? Alors si les Russes concentrent leurs offensives aujourd'hui, ou en tout cas se réduisent sur le Donbass, c'est que d'abord la Russie a toujours été présente depuis des siècles dans cette partie de l'Ukraine. Ça veut peut-être dire qu'ils renoncent à la partie sud, c'est-à-dire à conquérir l'ensemble du littoral de la mer Noire. Mais la raison pour laquelle ils doivent aujourd'hui faire une pause, c'est que la guerre est en train de se démoderniser à grande vitesse. Le front est quasi immobilisé. Les écarts entre les unités se sont creusés à tel point qu'il est de plus en plus fréquent de trouver des soldats isolés, alors que la doctrine courante préconise un binôme ou un trinôme comme unité élémentaire. Et l'horizon du soldat russe est devenu non plus la compagnie ni même la section, mais le groupe de combat, sous la direction d'un sous-officier. Et donc ces soldats se battent aujourd'hui pour leurs camarades immédiats. Et finalement, l'armée russe connaît la même évolution que celle de l'armée allemande en Russie en 1943. Le commandement a eu du mal à le reconnaître, mais les pertes sont prodigieuses, plus importantes qu'aucune armée occidentale n'en a connu depuis 30 ans. Et là, finalement, la raison de ces pertes est simple. Jamais aucune occidentale n'a connu finalement un taux de perte aussi important. C'est que les assaillants font usage de beaucoup de retenue dans l'usage de la force, alors même que les combattants adverses s'abritent derrière des civils. Donc l'armée russe, elle est immobilisée, elle avance aujourd'hui à pas compter, elle doit réduire ses objectifs.
Se concentrer sur l'Est, est-ce que, selon vous, ça signifie que Vladimir Poutine a déjà renoncé à prendre Kiev? C'est possible. De toute façon, Kiev n'est que, finalement, est à l'intersection de la partie historiquement sous influence russe, c'est-à-dire l'Est, et le Nord-Ouest, historiquement sous influence polonaise. On aurait pu penser dès le début de la guerre que l'objectif des Russes était uniquement de se saisir de l'Est et du Sud et du littoral de la mer Noire. Donc, mais c'est peut-être effectivement un aveu de faiblesse. On sait qu'il y a eu des frappes à l'Ouest, mais juste pour casser l'approvisionnement en munitions. Merci. Restez avec nous, Thomas Fichy de La Neuville. On va tout de suite prendre la direction de l'Ukraine avec Tetiana Ogarkova. Bonjour, merci. Vous êtes ukrainienne. Vous êtes partie de la capitale, Kiev, pour vous réfugier, vous, à l'ouest du pays. Vous avez fui la ville de Dnipro pour rejoindre la frontière moldave. Quel est votre sentiment après, justement, cette annonce par la Russie de sa volonté de se concentrer sur l'est de l'Ukraine? Alors, j'ai quitté Kyiv, pas Dnipro, donc ça fait déjà 3 semaines, c'est vrai. Alors, cette annonce de Poutine qui dit de vouloir se concentrer sur l'Est, donc on l'aperçoit avec une grande méfiance déjà, puisque ce qu'on voit se passer à Kyiv à ce moment-là, justement, dans la partie nord, c'est-à-dire qu'il y a toujours la présence des restes, on va dire, des combattants russes. Ils sont toujours là, ils sont, selon l'information officielle ukrainienne, encerclés, mais ils ont dévasté complètement toute la banlieue nord, je veux dire les villes telles que Irpin, telles que Boutcha, Vorzel, etc. C'est un paysage apocalyptique qu'ils ont créé dedans. Donc on est de toute manière dans le contexte de menaces des armes chimiques. Déjà, on reçoit des indices tout à fait concrets de la possibilité éventuelle d'emploi de cette arme interdite par toutes les conventions. Mais on sait que les soldats russes ont déjà reçu les doses d'antidote, et ceci depuis le mi-mars en fait. Donc, c'est un indice qu'ils peuvent réessayer d'attaquer Kyiv ou même Kharkiv, pourquoi pas, avec les armes chimiques. Donc, on n'exclut rien en ce moment. Ensuite, leur intensification des combats à l'Est, elle est bien réelle, on constate cela. Ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils essaient de faire sans grand succès pour l'instant, c'est d'encercler les importantes forces ukrainiennes qui sont présentes dans la région depuis 8 ans, puisque une partie de Donbass était occupée depuis 8 ans. Donc ils essaient de concentrer là-dessus, sans grand succès, mais pour l'Ukraine, ça ne change rien en tout cas, puisque que ce soit Kyiv, que ce soit l'Est, que ce soit Donbass, l'armée ukrainienne va continuer la défense, va continuer les contre-attaques justement, et on va s'arrêter au moment où Donbass et Crimée aussi, et toutes les parties occupées actuellement seront libérées. Tetiana, pour bien comprendre pour les gens qui nous regardent, comment vit-on aujourd'hui dans l'ouest de l'Ukraine? Expliquez-nous. Donc dans l'ouest de l'Ukraine, notamment dans l'endroit où je me trouve, la situation est très très calme. C'est-à-dire que c'est presque comme vous vivez à Paris, sauf les alertes aériennes à répétition, c'est vrai, puisqu'il y a des missiles qui partent dans tous les sens. Il y a des missiles qui partent de la mer Noire, qui arrivent vers Lviv, qui arrivent vers Ivano-Frankivsk. Il y a une défense aérienne qui fonctionne. Et donc, au moment où ça survole les régions où je me trouve, il y a toujours une alerte aérienne. Mais pour l'instant, rien n'était touché. Et donc, on vit une vie comme à Paris. Merci beaucoup, Tetiana Ogarkova, de nous avoir livré votre témoignage, votre expérience de vie du côté maintenant de l'ouest de l'Ukraine. On rappelle que vous êtes parti donc de la capitale Kyiv il y a quelque temps pour vous réfugier donc dans l'ouest du pays. Joe Biden, lui, poursuit son déplacement en Europe par la Pologne. Le président américain qui est à Varsovie, il a rencontré à la mi-journée le président polonais Andrzej Duda, ainsi que 2 ministres ukrainiens. Et il va faire dans peu de temps un discours au palais présidentiel dans la capitale polonaise. C'est prévu autour de 14h30 et ce sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV. On va rester en Pologne, on le rappelle, 3,7 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le 24 février, dont plus de 2,2 millions vers la Pologne. Kelly Lafin, vous êtes en Pologne près de la frontière ukrainienne et vous avez rencontré, Kelly, des réfugiés venus de plusieurs villes ukrainiennes.
Oui, exactement, de l'ensemble de l'Ukraine. Alors ceux que nous avons rencontrés principalement venaient de la région de Kiev ou de Kharkiv. Ce sont principalement, vous pouvez le voir, des femmes avec des enfants. Beaucoup de ces femmes ont laissé leur mari en Ukraine. Par exemple, Hélène, que nous avons rencontrée ce matin, qui est venue seule de Kiev avec ses 4 enfants et qui nous expliquait à quel point c'est un déchirement d'avoir dû laisser son mari là-bas. Toutes nous disent avoir le même désarroi, d'avoir dû choisir entre rester ensemble ou séparer la famille pour assurer la protection des enfants. C'est ce que nous disait Hélène. Elle a été obligée de partir pour assurer la sécurité des enfants. Alors elle sait où elle ira en Espagne parce qu'elle a une connaissance là-bas. Elle a trouvé une famille pour les accueillir, mais beaucoup ne savent pas du tout où aller. Ils n'ont personne. Nous avons par exemple rencontré Tatiana avant-hier à la gare de Kharkiv. Elle était avec sa sœur et son neveu. Ils étaient assis par terre, perdus. Elle nous disait qu'elle ne savait pas du tout de quoi l'avenir sera fait, et c'est pour ces réfugiés que cette situation est la plus difficile, parce qu'ils ont dû partir de leur maison parfois en quelques minutes, et puis à présent ils ne savent pas, ils n'ont aucune perspective sur ce que sera leur avenir. Beaucoup donc choisissent de rester au plus près de la frontière pour pouvoir plus rapidement revenir en Ukraine si la guerre se termine. Ainsi, ce centre pour réfugiés par exemple que vous voyez ici est censé accueillir les réfugiés pour 24 heures. Certains y sont depuis 2 semaines. Merci Kelly Lafin, en direct de la frontière polonaise avec Philippine David pour BFM TV. Thomas Fichy de la Neuville, vous êtes toujours avec nous. Merci d'être sur notre antenne. Cette opération humanitaire qui doit être organisée par la France, avec la Turquie, avec la Grèce, qui sont tous les 3 membres de l'OTAN. Quel rôle chacun va pouvoir jouer dans ce couloir humanitaire ? Alors, les couloirs humanitaires sont donc organisés pour faire récupérer la population civile qui fuit les combats. Parmi les organisateurs, il y a la Grèce et la Turquie qui ont historiquement des différends. Donc, ce sera à la France certainement de jouer un rôle de coordination afin d'exfiltrer ces combattants. Voilà ce qu'on peut en dire. Et c'est quelque chose d'important à une heure où finalement la guerre est en train de se aussi au-delà de l'espace qu'on citait tout à l'heure, de l'Est et de l'Ouest, cette guerre est en train de se numériser. Les Russes sont en train, à Mariupol, de filtrer ces réfugiés humanitaires pour extirper parmi eux les combattants qui figurent sur leur base numérique. Et face à cette armée russe, le cerveau des opérations ukrainiennes s'est déporté vers l'arrière-pays occidental. Finalement, la numérisation des unités russes ayant été confiée à des contracteurs privés. Et cette digitalisation donne aujourd'hui un avantage aux Ukrainiens. Ça leur permet une reprise partielle d'initiatives tactiques. Emmanuel Macron a dit qu'il allait discuter très prochainement de cette opération humanitaire donc depuis Mariupol avec Vladimir Poutine. Selon vous, est-ce que Vladimir Poutine va-t-il laisser vraiment cette opération se dérouler normalement ? Emmanuel Macron a un contact assez privilégié avec le président Poutine. Il y a une relation entre les 2 hommes. Lorsqu'ils se téléphonent, les coups de téléphone durent plus longtemps que prévu. Et Vladimir Poutine, en réalité, a intérêt à ce que la population civile ukrainienne quitte l'Ukraine face à un président Zelensky qui, au contraire, retient la population pour que ses propres combattants puissent se protéger derrière les civils. Donc oui, il y a une possibilité de discussion et d'accord entre Vladimir Poutine et Macron sur ce point particulier. Merci beaucoup Thomas Fichy de la Neuville, professeur des universités titulaire de la chaire de géopolitique à la Rennes School of Business et spécialiste de la civilisation russe. On en vient à présent à la politique. En France, nous sommes en effet à 15 jours seulement du premier tour de la présidentielle et parmi les candidats qui sont sur le terrain ce samedi, il y a Anne Hidalgo, la candidate socialiste. Elle est en meeting à Toulouse à partir de 15h. Avec nous pour en parler, David Assouline, bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo. On va revenir sur le meeting de votre candidate dans un instant, mais tout d'abord, l'Ukraine. Est-ce que selon vous, il faut acheter en commun le gaz ou le pétrole russe et à qui l'acheter en contrepartie ? Écoutez, il faut surtout arrêter d'acheter le gaz et le pétrole russe parce que c'est une rente qui permet de financer la guerre et il faudrait que toutes les entreprises françaises et en particulier Total, je trouve incroyable que Total puisse défier tout le monde en disant que continue, arrête ses activités en Russie.
Alors, vous évoquez Total, et effectivement, il y a la question des entreprises françaises qui doivent ou non rester en Russie. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas donné de consigne. Anne Hidalgo s'est exprimée clairement, effectivement, pour que Total se retire du pays. Certains disent dans le même temps que le fait que les entreprises françaises s'en aillent, ça pourrait laisser la main, le champ libre, finalement, aux Russes qui pourraient reprendre ces sites et se développer pendant ce temps-là. Oui, ce sont des arguties. Aujourd'hui, ça ferait très mal à la Russie. Et d'ailleurs, elle n'est pas pour cela. Elle leur dirait de partir si elle pensait vraiment ça. Donc, ce sont des arguties pour éviter de prendre ses responsabilités. Il y a quelque chose d'évident. Beaucoup de chefs d'État l'ont dit, dont M. Biden. Il faut arrêter de permettre, par une rente pétrolière et de gaz de plusieurs milliards quotidiennement, de financer une guerre qui permet de payer l'armement, les munitions et les bombardements et les destructions, les ravages que fait Poutine en ce moment en Ukraine. Alors revenons-en à la campagne présidentielle de la candidate que vous représentez. Ce meeting à Toulouse, c'est cet après-midi, avec ce dernier grand rendez-vous en province pour la candidate. Est-ce que cela va permettre à Anne Hidalgo, créditée de 2% d'intention de vote dans les derniers sondages, de relancer sa campagne? Et combien de personnes vous attendez cet après-midi ? Oh, il y a beaucoup d'énergie à Toulouse. C'est un palais des sports où on attend 2000 personnes qui viennent avec l'énergie de l'Occitanie, convaincus dans cette vieille terre socialiste, cette terre de lutte, de combat. Les mineurs de Carmaux, Jaurès étaient là, et ils savent ce que c'est que la gauche. D'ailleurs, ils ont porté Carole Delga à la présidence de la région, meilleure élue, parce qu'ils savent ce que c'est que la gauche qui prend ses responsabilités, qui est européenne, qui combat les dictature et n'est jamais complaisant avec elle, qui aujourd'hui sait que les questions essentielles sont celles du pouvoir d'achat, de l'école. Et d'ailleurs, ce matin, on était avec Anne Hidalgo dans les rues et dans un quartier populaire à la rencontre d'associations. Et de quoi il nous parlait? Eh bien de ça. D'abord de l'école pour que tous les enfants aient une chance de pouvoir réussir, et donc de mettre la priorité là-dessus. C'est la priorité d'Anne Hidalgo. Et puis la question des salaires, du pouvoir d'achat. Et c'est dommage qu'on n'ait pas assez parlé de ça. Dans un premier temps, eh bien, on disait que si on ne parlait pas d'immigration et de sécurité comme M. Zemmour, on était hors sujet. Et bien entendu, il y a la chape de plomb de la crise du Covid, maintenant de la crise ukrainienne, qui ont relégué certaines questions. Mais il va falloir, bien sûr, aborder cette question de quelle politique et de quelle attitude et de quelle politique européenne et de défense on doit avoir, parce que la guerre en Europe, eh bien, c'est le sujet essentiel pour un président de la République. Et là aussi, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper d'alliance. Il ne faut pas se considérer neutre ou non aligné. On est entièrement solidaire de l'Ukraine, mais il faut maintenant donner les réponses à la crise sociale. Et très franchement, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses, mais quand le président de la République est rentré en campagne en disant comme première mesure qui, dans ces moments de crise, ceux qui allaient payer, ce sont encore ceux qui n'ont pas grand-chose, en allongeant l'âge de la retraite, alors que ceux qui ont bossé difficile toute leur vie veulent pouvoir au moins avoir un petit moment avant de mourir pour s'occuper de leurs petits-enfants, pour faire autre chose, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans la vie. Et puis montrer du doigt ceux qui touchent le RMI en leur disant qu'il faut travailler comme un mi-temps. Eh bien ça, c'est une politique antisociale qui nécessite une vraie gauche en face, mais de responsabilité qu'incarne Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, David Assouline, elle a un programme, elle a des idées, elle a des convictions. Comment expliquez-vous qu'elle plafonne à 2% dans les sondages, 1,5 même selon notre dernier sondage ELAB cette semaine? Écoutez, vous n'allez pas continuer, comme c'est fait depuis 8 mois, de décider ou de dire ou de matraquer sur les questions des sondages à un moment donné où vous allez en avoir on décide rien du tout. Un vrai... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans 15 jours... C'est juste une photographie, un instant T, et c'est pareil pour tous les candidats, David Assouline. Il faut admettre les règles du jeu. Oui, je ne vous reproche rien, je dis seulement que
dans 15 jours, les citoyens et les citoyennes vont voter. Ça sera un sondage grandeur nature. La vérité, un petit peu comme dans les élections locales, ce sont des millions de personnes qui ont voté et la gauche et le Parti socialiste a été dans une position totalement honorable en gagnant 5 régions, en gagnant des grandes villes. Là, nous allons voir et nous analyserons les résultats. Mais ce que nous savons, c'est que ce que nous ressentons sur le terrain, c'est un besoin de cette gauche et des propositions d'Anne Hidalgo qui sont à chaque fois jugées très sérieuses, très enthousiasmantes, très répondant à la situation. Et on verra bien après, mais aujourd'hui, il y a ce choix pour les Français et j'appelle à ce qu'ils fassent ce choix parce que cette gauche-là, elle a apporté beaucoup au pays. Elle a besoin d'être très haut si on veut qu'encore la justice sociale puisse vivre dans notre pays. David Assouline, dans la même phrase, par 2 reprises, vous avez dit « nous allons voir ». Est-ce que c'est pas un peu faible comme élan pour cette campagne d'Anne Hidalgo? Est-ce que finalement Anne Hidalgo était la bonne candidate pour le Parti socialiste dans ce scrutin? C'est notre candidate, c'est la candidate qui a levé le drapeau pour pouvoir incarner cette gauche pendant des mois en labourant le pays, en labourant le terrain. Elle n'a jamais caché le fait qu'elle ne venait pas prendre une tâche facile et il y en avait peu qui se bousculaient. Elle l'a fait et elle le fait encore avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et je pense que ça, les électeurs et les électrices commencent à le voir et je suis très optimiste sur le fait que tout ce qui se dit va être démenti et que pas seulement ce courage, mais cette vision et cette nécessité de cette gauche-là dans notre pays qui a tant apporté, eh bien, beaucoup de citoyens vont le porter et vont lui donner leur suffrage. David Assouline, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, semble travailler déjà sur la suite. Il dit ne pas vouloir recommencer le Parti socialiste avec les éléphants d'hier. Est-ce que ça veut dire que finalement le PS n'est pas déjà mort et que cette campagne l'a enterré? Écoutez, vous voyez, on a à peu près 3 à 4 minutes pour parler de ce que propose Anne Hidalgo aux Français à 15 jours d'un vote. Et comme depuis 8 mois, vous me parlez d'autre chose. Vous me parlez de où en est le Parti socialiste. Je parle du Parti socialiste que représente Anne Hidalgo dans cette campagne présidentielle. Oui. C'est la candidate du PS, vous êtes d'accord? Vous ne parlez pas du programme qui est proposé. Oui, vous ne m'interrogez pas sur ce qu'elle propose aux Français. Et les Français, aujourd'hui, sont en train de rentrer plus sérieusement dans l'étude des programmes, de ce que proposent les candidats. Et quand on veut rehausser le niveau de la démocratie, au moment où elle se délite un peu, au moment où on veut que les citoyens participent et cessent l'abstention, quand on veut que la défiance envers les institutions cesse, eh bien, on hausse le niveau et on parle des programmes et de ce que chacun incarne et propose pour la France. Merci. Et moi, je veux vous parler de ça et vous dire que le programme le plus complet de gauche sociale, responsable, européenne, laïque, républicaine, c'est celui d'Anne Hidalgo. Merci beaucoup David Assouline d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la campagne de Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle. On en vient à présent au scandale Orpea. L'État a décidé de saisir la justice et va demander la restitution des dotations publiques qui auraient été mal employées sur la base d'un rapport qui ne sera pas rendu public finalement. Annonce faite ce samedi par Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie. Nous avons demandé, et sans hésiter d'ailleurs, nous avons diligenté 2 inspections dès que le livre est paru. Et un livre, ça raconte une histoire, mais une inspection, bien sûr, peut enclencher d'autres démarches. Et ce que je suis venue vous annoncer ce matin, c'est qu'au regard de dysfonctionnements graves qui ont été qualifiés par l'IGAS et l'IGF, nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire que l'État porte plainte et donc saisit le procureur de la République sur la base de l'article 40. Parce que nous tenons compte de ces dysfonctionnements graves bien notifiés par l'IGAS et l'IGF. Et puis également dans l'actualité, le Pays Basque et le monde du rugby qui rendent un dernier hommage à Federico Martin Aramburu, ex-international argentin et ex-joueur du Biarritz Olympique, tué par balle après une altercation dans un bar à Paris samedi dernier. Ses obsèques, vous le voyez, sont célébrées cet après-midi en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz. Image en direct, beaucoup de monde venu cet après-midi. Un écran géant est également installé pour retransmettre la cérémonie à l'extérieur, sur le front de mer, donc face à l'église
bien sûr, beaucoup d'émotions après la mort de Federico Martin Aramburu il y a une semaine. 14h22 à suivre sur BFM TV, 31e journée de guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé une opération humanitaire d'évacuation des civils de Mariupol. Alors comment ça va se passer? On en reparle dans quelques minutes dans notre prochain journal à 14h30. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elles-mêmes les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Suivez l'écho du week-end avec l'offre pro de Digipost, la solution dédiée aux professionnels pour simplifier leur gestion administrative. SFR présente le mariage idéal de Cléa. Oh, mariage de princesse direct. La 5G pour que tout le monde partage mon bonheur. Et dire oui à l'homme que j'aime. Oui, on s'est rencontrés il y a une semaine. Mais j'ai pas dit que c'était toi. Ah. Tu parles français? Non? C'est pas grave. Partagez votre bonheur tous en même temps avec la 5G de SFR. SFR, enjoy. Roventa révèle sa dernière révolution technologique, XO. Jamais un aspirateur Roventa n'était allé aussi loin. Plus puissant. Plus silencieux. Plus maniable. Mais surtout, c'est un aspirateur sans fil, avec 1h30 d'autonomie. XO de Roventa. Plus rien ne vous retient. L'hybride selon Honda, c'est beaucoup plus que l'alliance de l'électricité et de l'essence. C'est un voyage. Un mouvement. Une envolée. Un rire. Une chanson. Voire même un rêve. C'est tout ça à la fois qui fait avancer l'hybride selon Honda. Nouveau HR-V e-HEV, l'hybride plus libre sans recharge. Jusqu'à 10 ans de garantie moteur offerte. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com là. Et bon, pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. La myopie évolue durant l'enfance et touchera un adulte sur 3. Avec Oya, ce n'est plus une fatalité. Le verre correcteur révolutionnaire MyoSmart de Oya freine l'évolution de la myopie de 60%. Demandez conseil à votre ophtalmologiste et à votre opticien. Oya innove pour la vision. Dispositif médical. Là, c'est Anne-Laure avant d'avoir fait le programme Comme J'aime. Et ici, c'est Anne-Laure aujourd'hui après avoir perdu 12 kilos avec Comme J'aime. Et voici Patrick et Blandine après 4 mois de programme. Le plus valorisant, c'est quand on refait un trou dans sa ceinture. C'est vrai, j'avoue. Alors vous aussi, perdez du poids. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagne et tout ça livré directement chez vous. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site commejaime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Autohero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Toutes nos voitures sont sélectionnées avec soin. Elles sont ensuite révisées et reconditionnées par nos experts. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'1 an. Avec Autohero, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. Trouvez la vôtre maintenant sur Autohero. Diffasure Piscine, premier constructeur européen de piscine en béton armé. Chez JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels, nous pensons que chaque entreprise est amenée à repenser ses espaces de travail, au bureau ou à la maison. Réaménager les locaux, protéger les personnes ou s'équiper pour le télétravail, toutes les solutions sont sur jpg.fr. Vers de nouveaux espaces de travail avec jpg.fr. Un véhicule se fait voler toutes les 4 minutes en France. Madame Ferrand, nous avons retrouvé votre véhicule. La technologie brevetée Coyote Secure localise et récupère votre véhicule même en sous-sol. En partenariat avec les forces de l'ordre. 91% des véhicules récupérés en 48 heures. Coyote, pensez pour ceux qui conduisent. L'Express, s'informer pour réussir. Cheveux en mauvais état?
Il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse, croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. Que vous soyez chef d'entreprise ou indépendant, le plus important, c'est votre énergie. Celle qui fait avancer votre business au quotidien. Et cette énergie, rien ne devrait la freiner. Avec le compte pro tout en un Conto, libérez-vous de la gestion financière et gardez votre énergie pour l'essentiel. Conto. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. Les conditions restent très agréables pour ce week-end, un week-end printanier quasiment partout. Alors on a quand même quelques bémols, on va les retrouver encore pour ce dimanche. Globalement, ce sera quand même du soleil donc sur la majeure partie du pays, mais c'est vrai que sur une petite franchise du pays, ce sera assez voilé, voire même assez nuageux sur le pourtour méditerranéen jusqu'en Corse où une petite ondée sera possible. On aura même quelques nuages sur l'extrême nord, voire quelques plaques de grisaille sur les côtes. Dans le courant de l'après-midi, au nord, on retrouve ce plein soleil, toujours quelques plaques de grisaille sur les côtes. Et puis au sud, ça reste agréable, mais toujours petit bémol sur les Pyrénées où il neigera dès 2100 mètres. Et également sur un petit quart sud-est jusqu'en Corse où là aussi les nuages seront plus nombreux, mais le temps restera sec. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Demain, des valeurs qui s'échelonneront de 1 à 11 degrés. 1 degré à Grenoble, dans le même temps, il fera déjà 11 degrés à Nice, 8 à Paris, 6 à Brest, tout comme à Bordeaux et dans le courant de l'après-midi. Le mercure affichera des valeurs comprises entre 15 degrés à Cherbourg jusqu'à 23 degrés à Montélimar, des valeurs très printanières, 20 degrés à Paris, 22 à Strasbourg. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. 14h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. La France, la Grèce et la Turquie au chevet des martyrs de Mariupol. Emmanuel Macron a annoncé une opération humanitaire pour évacuer les civils ciblés par des bombardements incessants depuis plusieurs semaines. 150 000 personnes seraient toujours prises au piège dans la ville et coupées de tout. La Russie dit mettre désormais le cap sur l'est de l'Ukraine. Est-ce une forme de défaite pour Vladimir Poutine ou était-ce l'objectif depuis le début? Cette stratégie marque-t-elle un tournant dans cette guerre? On va en parler avec nos invités. Joe Biden rencontre le président polonais à Varsovie, suite de la visite européenne du président américain. Son discours est à suivre en direct sur BFM TV. On en parlera en plateau avec François Durper, notre consultant aux États-Unis. Et puis l'hommage à Biarritz à Federico Martin Aramburu, où les obsèques de l'ancien international argentin de rugby ont lieu cet après-midi. Image en direct. Ce père de famille a été tué samedi dernier à la sortie d'un bar à Paris. Il avait 42 ans. Un mois que la guerre a éclaté en Ukraine et au lendemain d'un sommet européen à Bruxelles, la France, la Grèce et la Turquie, qui font partie de l'OTAN, souhaitent mettre en place une opération humanitaire à Mariupol. L'objectif, c'est d'évacuer les habitants privés d'eau, de nourriture, d'électricité depuis des semaines et constamment bombardés par l'armée russe. 150 000 personnes seraient toujours présentes dans la ville. Thibault Lacou. Un champ de ruines. Voilà ce qu'il reste de Mariupol. Selon la mairie, 80% des infrastructures de la ville ont été détruites par les forces russes. Les habitants encore sur place n'ont d'autre choix que de vivre sous terre. C'est effrayant. Je ne sais pas comment nous allons survivre. Il fait humide et froid au sous-sol. Tu es allongé, espérant qu'ils ne bombarderont pas. Regarde combien de cadavres nous avons enterrés autour du bâtiment. Malgré la situation critique, beaucoup n'ont pas réussi à quitter la ville. D'après les derniers chiffres, près de 150 000 civils sont encore sur place. C'est le cas de Natalia qui a tenté plusieurs fois de fuir avec sa fille, sans succès. Les derniers départs étaient réservés aux personnes avec des enfants en bas âge. Mais ma fille a déjà 14 ans, donc nous n'avons pas pu passer. À l'hôpital de Mariupol, chaque jour, des centaines de personnes campent dans l'espoir d'obtenir de quoi se soigner. Si certains personnels gardent le sourire,
D'autres ont de plus en plus de mal à gérer la détresse des habitants. Nous n'avons rien à manger. Vous faites peur à tout le monde. Taisez-vous, vous allez faire pleurer le bébé. Il n'a plus de couche. Vous allez faire pleurer le bébé, vous m'écoutez ou pas? À Marioupol, le bilan pour la population est lourd. Selon les derniers chiffres de la municipalité, plus de 2000 civils sont morts depuis le début du conflit. Et à Marioupol, souvenez-vous, c'était il y a tout juste 10 jours. Le théâtre de Marioupol, qui abritait des centaines de réfugiés, a été bombardé par l'aviation russe, faisant près de 300 morts. 130 personnes avaient pu être sauvées, selon le président ukrainien Zelensky. Parmi elles, 7 rescapés. Écoutez son témoignage. J'étais dans l'entrée quand le missile est tombé. J'étais debout dans les escaliers de l'entrée du théâtre. Je n'ai pas réalisé ce qu'il se passait. À un moment, j'ai juste entendu un sifflement. Et puis un homme derrière moi m'a attrapé par le cou pour que je me baisse. Puis il m'a poussé contre le mur et m'a protégé de son corps. Des débris sont tombés sur nous, des briques, des morceaux de mur. Quand tout s'est arrêté, j'ai levé la tête et cet homme avait disparu. Et puis il y a eu une énorme agitation. Les gens couraient, criaient, ils appelaient leurs proches. Des enfants étaient perdus, des enfants cherchaient leur mère. Ceux qui pouvaient ont essayé de calmer les enfants en disant « on va retrouver ta maman ». À ce moment-là, je n'étais pas moi-même parce que le missile était tombé juste à côté de là où nous étions assis. Et juste, je ne pouvais pas. Je marchais autour du théâtre, j'ai parcouru tout le théâtre pour essayer d'entrer, pour comprendre pourquoi, comment. J'ai crié comme ça pendant 1 heure ou 2. Je me tenais juste à côté du théâtre et des gens partaient. Et peu après, les bombardements ont recommencé et les gens se sont dispersés. Je n'ai pas bougé car je ne savais pas où aller. C'était la panique générale. Les gens couraient et se poussaient. Je ne suis pas allée à l'intérieur de l'abri lui-même, mais je suis convaincue que beaucoup de gens sont morts là-bas. Pas seulement à cause du missile, mais à cause de la panique, car les gens sortaient sans regarder si quelqu'un avait besoin d'aide. Et je suis sûre que la foule a tué plus de gens que l'attaque elle-même. Et on accueille Nicolas Tenzer. Bonjour, merci d'être notre invité cet après-midi. Vous êtes politologue et spécialiste de la Russie. Alors pour mettre en place ce dispositif humanitaire, Emmanuel Macron a déclaré hier depuis Bruxelles qu'il s'entretiendrait avec Vladimir Poutine sous 2 ou 3 jours. Quelles sont selon vous les chances que ces discussions aboutissent cette fois-ci, alors que les précédentes tentatives de couloir humanitaire avaient toujours échoué? Sont limitées, bien sûr. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions, malheureusement, parce qu'on a vu jusqu'à présent, vous l'avez rappelé, que Vladimir Poutine n'était pas du tout enclin à accepter ces opérations humanitaires. Donc il faut évidemment essayer de tout faire, d'abord pour sauver des vies, sauver des enfants. Ce à quoi on a assisté, ou on assiste toujours à Marioupol, c'est quand même une dizaine d'Oradour-sur-Glane. C'est l'équivalent de Srebrenica, c'est l'équivalent de Grozny, d'Alep. Ce sont des crimes contre l'humanité sans fin. Donc, bien sûr, il faut essayer de sauver les gens, tout en sachant aussi, en même temps, qu'il n'y a pas de véritable solution humanitaire à la guerre que le régime de Poutine mène contre l'Ukraine. Il faut sauver des gens, mais on ne peut pas non plus accepter que ces régions du Donbass, un jour, avec ces mouvements de l'armée russe qui se concentrent sur toute cette région, puissent en quelque sorte constituer une sorte d'enclave séparée du reste de l'Ukraine. Ça, c'est un échec absolument majeur, qui est le fait de ne pas avoir véritablement répondu comme il le fallait. Et je crois qu'il faut bien avoir cela en perspective. Oui, il y a la solution humanitaire tant qu'on peut, parce que ce sont des vies humaines, mais en même temps, ne faisons pas tout pour que M. Poutine ait la main mise sur cette région du monde. Nicolas Tenzer, vous restez avec nous parce qu'on se pose aussi une question. Est-ce un tournant dans la guerre que livre la Russie à l'Ukraine? Changement stratégique ou aveu d'échec? L'état-major russe a déclaré hier que son armée allait se replier sur l'est de l'Ukraine, du côté de la région du Donbass, à l'autre bout du pays. Qu'en pensent les habitants de Lviv, proche, vous le voyez, de la frontière avec la Pologne? Écoutez ces réactions recueillies par nos envoyés spéciaux Anaïs Kroutz, Élise Phillips et David Coulomb. Je pense que c'est probable, parce que la plupart des forces militaires se focalisent sur l'est de l'Ukraine. Je ne crois pas vraiment en ce que les Russes disent. On voit des missiles qui volent partout en Ukraine. En réalité, je pense qu'ils sont moins puissants qu'au début de la guerre. C'est donc possible qu'ils se focalisent sur l'Ukraine de l'Est.
Et dans la capitale Kiev, où un nouveau couvre-feu a été décrété à partir de cette nuit jusqu'à lundi matin, nous retrouvons notre envoyé spécial Clémence Dibou. Clémence, repli stratégique ou preuve de l'échec de l'armée russe sur le terrain ukrainien, qu'en pensent les habitants de Kiev que vous avez pu rencontrer? Eh bien, les Ukrainiens avec qui nous parlons accueillent cette annonce avec froideur et avec indifférence. Froideur parce que depuis le début du conflit, ce qu'on nous dit ici, c'est que on n'a aucune confiance dans les paroles de Vladimir Poutine. Voilà ce que disent les habitants de Kiev ici. Et que souvent, s'il part sur le terrain des négociations, le président russe, pour ces Ukrainiens, c'est d'abord pour pouvoir gagner du temps sur le terrain. Il n'y croit pas à cette possibilité d'un repli à l'Est. Et d'ailleurs, beaucoup expliquent que s'il voulait simplement envahir le Donbass, il pouvait le faire sans créer une guerre totale, puisque, selon les Ukrainiens avec qui nous parlons, le Donbass était déjà dirigé par des séparatistes pro-russes. Je vous disais froideur et indifférence. Indifférence parce que leur quotidien n'a pas du tout changé depuis cette annonce. Ce matin encore, on a entendu l'alarme anti-aérienne retentir ici à Kiev. On entend ici et là, depuis le centre-ville de Kiev, des bruits de bombardements, notamment au nord de Kiev, au nord de la ville de Kiev, là où il y a les combats qui font rage. Et donc, pour eux, il n'y a pas de changement au quotidien et ils n'en attendent pas non plus. Pour eux, la guerre continue et effectivement, ils n'ont pas du tout confiance en ce que peut annoncer l'armée russe ou Vladimir Poutine. Merci beaucoup. Clémence Dibou à Kiev pour BFM TV avec Clément Gros-Denier. L'armée russe annonce donc désormais se concentrer son offensive sur le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, Jeanne Daudet nous a rejoint. Jeanne, c'est quoi exactement cette région du Donbass? Alors cette région du Donbass, c'est cette zone à l'est de l'Ukraine, à la frontière, vous le voyez, avec la Russie, qui comprend deux régions, deux oblasts comme on dit, celle de Louhansk et celle de Donetsk, qui sont des bassins miniers et industriels. Mais ce sont aussi deux régions russophones et aussi en grande partie russophiles. En 2014, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie, elles vont aussi toutes les deux vouloir prendre leur distance avec Kiev, devenir indépendante en organisant en quelques jours des référendums dénoncés par la communauté internationale. Ces deux territoires s'autoproclament République populaire, ce que Kiev refuse de reconnaître. Le conflit armé alors s'enlise pendant 8 ans entre les deux camps séparatistes pro-russes d'un côté, soutenus par Moscou, et l'armée ukrainienne de l'autre. On estime que 14 000 personnes sont mortes depuis le début de cette guerre dans le Donbass, dans des affrontements parfois très violents des deux côtés, même s'ils ont baissé en intensité depuis les accords de Minsk signés en 2015. Ils prévoyaient ces accords un cessez-le-feu entre les deux camps peu respecté depuis et une démilitarisation de la zone, mais aussi une autonomie pour ces régions qui devaient rester ukrainiennes. 21 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance de ces deux États séparatistes. Je soutiens l'appel du Conseil de sécurité de la Russie de reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk. Je déclare cette décision prise. Les Occidentaux parlent de violation des accords de Minsk. Le chef du Kremlin annonce envoyer ses troupes dans la région pour y maintenir la paix. 3 jours plus tard, 24 février, Vladimir Poutine reprend la parole à la télévision pour annoncer le début de l'invasion russe en Ukraine. Les premiers bombardements commencent alors. Merci Jeanne Daudet pour ces précisions. Et on retrouve Nicolas Tenzer. Merci d'être resté avec nous, politologue spécialiste de la Russie. Selon vous, quelles sont les chances que les Russes s'emparent de cette région du Donbass? Avec quelles conséquences? Écoutez, je pense qu'il y a effectivement 2 scénarios parallèles à mettre en œuvre, ou en tout cas à considérer. Le premier scénario de Vladimir Poutine va consister à continuer vraisemblablement à intimider l'ensemble des habitants de l'ensemble de l'Ukraine, notamment par des attaques par le biais de missiles. Donc on comprend effectivement le scepticisme qu'on a entendu tout à l'heure des habitants de Lviv ou de Kiev, qui se rendent bien compte qu'ils vont continuer à être soumis à une pression intense par ces bombardements totalement aveugles et indiscriminés. Et puis, en même temps, il y a l'autre scénario qui est celui de la concentration des troupes russes, de troupes au sol, appuyées évidemment par l'aviation et par des tirs de missiles, dans cette région de l'Est de l'Ukraine, du Donbass, avec une intention vraisemblablement derrière, qui est celle de parvenir à un contrôle de ces régions, ce qui voudrait dire évidemment une sorte de séparation de l'Ukraine en deux, ce qui mettrait évidemment un terme
aux exigences que la communauté internationale a, qui est celle de l'intégrité territoriale et de la souveraineté pleine et entière de l'Ukraine sur ses territoires. Est-ce qu'il peut véritablement y parvenir ? Ça, on ne le sait pas. On a vu évidemment son armée extrêmement affaiblie, qui a subi de lourdes pertes, plus de 12 000 soldats russes vraisemblablement tués, plus de 20 000 ou 25 000 blessés. Donc ça va être évidemment très difficile. Ce qu'on peut craindre, en tout cas, c'est aussi un enlisement de ce conflit. C'est-à-dire que la Russie va continuer, elle va continuer à subir évidemment des pertes, parce que vous avez une résistance héroïque des Ukrainiens qui vont infliger des dommages à l'armée russe, mais probablement pas suffisamment en l'absence de véritable soutien occidental pour véritablement buter hors de l'Ukraine ces troupes russes. Donc on va avoir vraisemblablement cet enlisement, en tout cas c'est un scénario tout à fait possible, qui voudra dire que pendant des longues semaines, de longs mois peut-être, on aura cette guerre toujours présente à 3 heures de Paris. Mais est-ce que, Nicolas Tenzer, ça veut dire, selon vous, le fait de se concentrer désormais sur l'Est pour la Russie, est-ce que c'est un recul de l'armée russe, un aveu d'échec, ou est-ce que finalement c'est une stratégie qu'avait prévue depuis le début Vladimir Poutine ? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que oui, il y a eu cet échec majeur, effectivement, qui n'avait pas du tout été anticipé par l'état-major et par Vladimir Poutine. Donc c'est un échec, mais en même temps, il était parfaitement clair depuis le début que Poutine voulait totalement reconquérir ces régions du Donbass. Ces régions aujourd'hui peuplées, ça a été rappelé, de russophones, probablement pas toutefois de russophiles, en tout cas pas en grande majorité, ça c'est évident. Et on a vu effectivement beaucoup de russophones, y compris des gens qui dans le temps soutenaient peut-être la Russie pour une série de raisons, dire que la souveraineté de l'Ukraine devait être assurée et prendre parti pour le gouvernement de Kiev. C'est un phénomène d'union nationale et de ce point de vue-là, la langue n'importe absolument pas. Donc de toute manière, dans ces régions-là, même si la Russie parvient à avancer encore, ça va vouloir dire non seulement évidemment des massacres monstrueux de civils, mais aussi une résistance farouche ukrainienne de tous les partis, de toutes les composantes de la société ukrainienne contre l'armée russe. Restez avec nous, hein. On va parler à présent du rôle des États-Unis dans le dénouement de cette guerre en Ukraine. Le président Joe Biden est aujourd'hui à Varsovie, en Pologne, le principal pays d'accueil des réfugiés ukrainiens. Il y en a plus de 2,2 millions à l'heure actuelle. Il a rencontré son homologue, Andrzej Duda, avant de prononcer un discours depuis le palais présidentiel. Ce sera dans quelques instants à suivre en direct sur BFM TV. Le chef de l'État qui visitera en fin d'après-midi le stade national qui accueille des réfugiés venus d'Ukraine. Et plus tôt, il a rencontré 2 ministres ukrainiens, celui des Affaires étrangères et celui de la Défense. On en parle avec François Durper, notre consultant États-Unis pour BFM TV. François, comment est-ce que vous analysez cette venue de Joe Biden en Pologne ? Quel est le message qu'il veut faire passer aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est l'union de l'Occident, de l'OTAN face à la Russie ? Oui, l'union de l'Occident contre la Russie et comment faire une guerre sans la mener directement sur le terrain avec des soldats américains aux côtés de soldats ukrainiens. Ça, c'est une ligne rouge. Joe Biden l'a dit depuis le départ. Pas de troisième guerre mondiale. On sait que c'est un enfant de la guerre froide. Il avait 20 ans en 1962 au moment de la crise des fusées à Cuba. Et l'holocauste nucléaire est une préoccupation majeure. D'ailleurs, il y a un point qui a été assez peu commenté, mais les États-Unis, notamment le Pentagone, a reporté un essai régulier d'un missile balistique intercontinental. C'est normalement un process classique. Eh bien, il a été décidé de ne pas faire cet essai dans ce contexte de médiatisation pour pas que ça soit notamment utilisé par la Russie. Alors là, 3 choses en Pologne très importantes. D'abord, rappeler le devoir humanitaire de l'Occident et des États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, prendront une part de leur charge. 1 milliard a été débloqué pour l'aide, mais pour les réfugiés, il y a de nombreux Ukrainiens aux États-Unis, eh bien, les Ukrainiens doivent pouvoir rejoindre leur famille aux États-Unis et pas faire porter tout sur la Pologne ou tout sur l'Europe. Il y a le rappel de l'importance de l'OTAN et en particulier de cet article 5. Il vient de rappeler le devoir sacré. L'article 5, c'est la protection. Alors, c'est la protection. Il l'a dit à plusieurs reprises. Chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN sera protégé. Alors, ça concerne pas l'Ukraine.
l'Ukraine, l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN. Mais ça veut dire que si Poutine attaque n'importe quel État de l'OTAN, eh bien tous les autres États, il y aura une réaction immédiate. Et là, évidemment, on serait dans une guerre. Il pense à la Pologne, bien sûr, qui est juste à côté. Il pense évidemment à la Pologne. Et hier, il était important qu'il parle devant des soldats américains à 80 km seulement de la frontière ukrainienne. Et puis un troisième point, c'est évidemment le régime de sanctions, c'est aussi l'aide militaire à l'Ukraine, mais le régime de sanctions qui se heurte à 2 points. La sécurité alimentaire mondiale, et on sait là tout ce que ça peut impliquer, notamment en termes de céréales. Et puis également l'énergie. Comment sevrer l'Europe de l'énergie, en particulier du gaz russe, c'est aussi un point très important. Mais ce qu'on va suivre notamment dans ce discours, c'est à quel point Joe Biden sera en capacité de s'adresser non pas seulement aux Américains, non pas seulement aux Européens, non pas seulement aux Ukrainiens, mais à l'ensemble du monde, pour faire en sorte que ce front ne soit pas un front occidental contre la Russie, mais un front international, ce qui n'est pas totalement gagné, parce qu'on l'a vu à l'ONU, certes, une grande majorité d'États ont condamné l'invasion de la Russie, mais ceux qui se sont abstenus, quand on fait la totalité démographique, c'est plus de la moitié de la population mondiale. Merci François Durper. Nicolas Tenzer, comme l'a dit François Durper, s'adresser à l'ensemble du monde. Vous pensez que c'est la mission en effet de Joe Biden ces prochaines heures, avec ce discours notamment depuis Varsovie? Oui, je crois que c'est évidemment quelque chose de tout à fait important, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'essayer de rallier de nouveaux pays. Que ce soit un certain nombre de pays asiatiques, même si quand même beaucoup aujourd'hui soutiennent les alliés. Je pense au Japon, je pense à la Corée du Sud, je pense aussi, c'est plus lointain, à l'Australie. Mais vous avez quand même un certain nombre de pays, notamment, je pense aux pays du Golfe, qui ont une attitude parfois ambiguë vis-à-vis de la Russie. C'est également le cas d'ailleurs d'Israël. Et il faut aussi que ces alliés comprennent que la Russie a aussi des alliés dans la région qui sont des alliés menaçants. Et je pense évidemment à l'Iran. Je pense qu'il y a aussi des moyens de convaincre les alliés que c'est aussi en partie leur guerre, que les sujets en termes de sécurité, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe, sont en partie ralliés. Bien sûr, ça va être beaucoup plus difficile pour les pays d'Amérique latine, mais sur le plan diplomatique, malgré tout, ils pèsent relativement peu. C'est très difficile aussi, bien sûr, pour la Chine, qui essaye surtout de ne pas être mêlée en conflit, qui soutient la Russie, mais quand même du bout des lèvres, qui a quand même une attitude très ambiguë, qui n'est pas du tout confortable, si j'ose dire, avec cette guerre qui est menée, qui quand même a aussi beaucoup d'investissements en Ukraine. Donc, il faut essayer d'acheter en quelque sorte la neutralité de la Chine dans ce conflit, voire même d'aller un tout petit peu plus loin. Donc ça, c'est un message fondamental. Là où il y a une vraie difficulté, c'est que l'on voit quand même que le président Biden soutient certes l'Ukraine, a marqué son engagement aux côtés de l'OTAN, mais qu'il ne va pas plus loin, que justement en raison de cette peur d'une guerre, eh bien, il a décidé de ne pas intervenir, que ce soit par une assistance militaire suffisante, notamment, voilà, la question des réfugiés, ça ne suffit pas. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Donc le discours de Joe Biden à suivre dans quelques instants en direct sur BFM TV. L'actualité ce samedi, c'est aussi ce dernier adieu au rugbyman Federico Martin Aramburu, l'ex-international argentin, ancien joueur du Biarritz Olympique qui a été tué par balle la semaine dernière à la sortie d'un bar parisien. Nargis Hadji, vous êtes à Biarritz devant l'église Sainte-Eugénie. C'est là, au Pays Basque, donc ont lieu les obsèques de Federico Martin Aramburu cet après-midi. Oui, exactement. Des obsèques qui ont commencé à 14h avec un grand silence qui a accompagné le cercueil lorsqu'il est entré dans l'enceinte de l'église, suivi de la femme et des enfants de Federico Martin Aramburu. Dans cette église, des proches, mais aussi de nombreux anciens coéquipiers qui ont joué avec Federico Martin Aramburu au Biarritz Olympique, Dimitri Yachvili par exemple, ou encore Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. La messe, on l'entend depuis tout à l'heure en français, en espagnol, car vous le voyez,
voyez autour de cette église Sainte-Eugénie de Biarritz, la foule suit sur l'écran géant les funérailles de l'ancien joueur du Biarritz olympique. Nous avons discuté avec des personnes ici qui nous ont dit être particulièrement touchées par ce décès soudain. Il y a ici des supporters, des habitants de Biarritz, mais aussi quelques badauds donc venus lui rendre un dernier hommage. Merci Nargis Hadji avec Vincent Gauthier depuis Biarritz pour ses obsèques. Tout de suite la météo. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. Les conditions restent très agréables pour ce week-end, un week-end printanier quasiment partout. Alors on a quand même quelques bémols, on va les retrouver encore pour ce dimanche. Globalement, ce sera quand même du soleil donc sur la majeure partie du pays, mais c'est vrai que sur une petite franchise du pays, ce sera assez voilé, voire même assez nuageux sur le pourtour méditerranéen jusqu'en Corse où une petite ondée sera possible. On aura même quelques nuages sur l'extrême nord, voire quelques plaques de grisaille sur les côtes. Dans le courant de l'après-midi, au nord, on retrouve ce plein soleil, toujours quelques plaques de grisaille sur les côtes. Et puis au sud, ça reste agréable, mais toujours petit bémol sur les Pyrénées où il neigera dès 2100 mètres. Et également sur un petit quart sud-est jusqu'en Corse où là aussi les nuages seront plus nombreux, mais le temps restera sec. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Demain, des valeurs qui s'échelonneront de 1 à 11 degrés. 1 degré à Grenoble, dans le même temps, il fera déjà 11 degrés à Nice, 8 à Paris, 6 à Brest, tout comme à Bordeaux et dans le courant de l'après-midi. Le mercure affichera des valeurs comprises entre 15 degrés à Cherbourg jusqu'à 23 degrés à Montélimar, des valeurs très printanières, 20 degrés à Paris, 22 à Strasbourg. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec Ocnoplast. Fenêtres, portes, domotique, ocnoplast.fr. Ok Google, lance la musique. Nouveau Volvo XC40 Recharge. Avec Look Hero, recevez une box personnalisée de 5 articles et ne payez que ce que vous gardez. En ce moment, testez-la gratuitement. Rendez-vous sur lookhero.fr. Il faut que je me rapproche d'eux, que je gagne leur confiance. On n'a jamais été aussi près de faire tomber Costa. Tu nages dans des eaux extrêmement dangereuses, Elliot. Mais il y a toujours un prix à payer. J'ai cru que c'était pour moi l'occasion de prouver ma loyauté. Je ne dois jamais dépasser les limites. Et toujours honorer l'uniforme. Sinon, je ne vaux pas mieux qu'eux. Retrouvez la nouvelle saison de New York Crime Organisée dès le lundi 4 avril en exclusivité sur 13e rue, également disponible à la demande. Et la salle de bain? Je m'y vois déjà. Vous allez voir, il y a quelques travaux. Mais vous pouvez faire appel à mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. Y va? Réparer, rénover, les yeux fermés avec mesdépanneurs.fr. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être né avec le digital. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être responsable du monde de demain. Avoir 16 ans aujourd'hui, c'est être solidaire. Aujourd'hui, la Banque Postale a 16 ans. La Banque Postale, citoyenne. Avec Comme J'aime, manger une blanquette, un couscous, des penne aux champignons, un cookie, un brownie et même des céréales au chocolat. Et tout ça en perdant du poids. Et oui, Comme J'aime vous livre tous vos repas, du petit déjeuner au dîner, directement chez vous. Comme J'aime, ce sont des plats Nutri-Score A, sans colorants, sans conservateurs et bien entendu, fabriqués en France. Ce sont des plats gourmands, de qualité et tout ça pour vous faire perdre du poids. En ce moment, profitez de l'offre, commandez maintenant et payez plus tard. Rendez-vous sur le site comej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. On dit de vous que vous êtes trop grand, ou bien trop petit, que vous manquez de caractère, ou bien de charme. On dit de vous beaucoup de choses. Heureusement, il existe un espace où vous êtes encore libre. Libre d'être exactement tout ce que l'on dit de vous, ou bien d'être tout le contraire. Espace Atypique, le réseau d'agences spécialisées dans l'immobilier atypique.
L'Express. S'informer pour réussir. Regardez, Stéphane a perdu 15 kilos avec Mimi Minceur et Anna, elle a perdu 10 kilos avec Mimi Minceur. Vous aimeriez retrouver votre ligne? Alors scannez le QR code sur votre écran ou rendez-vous sur mimiminceur.fr. Et oui, Mimi Minceur, c'est le programme de perte de poids personnalisable qui s'adapte à votre métabolisme. Vous choisissez vos repas parmi une 50aine de recettes. Vous êtes livré chez vous, vous dégustez et vous perdez du poids. En plus, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction. Rendez-vous sur mimiminceur.fr. À la Matmut, heureusement, ils assurent même les maladresses. Et ils sont solidaires avec les jeunes aussi. Ils rendent la santé accessible à tous. C'est pour ça qu'on a confié tous nos contrats à la Matmut. Matmut, ma valeur sûre. Merci pour les dimanches et les lundis. Pour les dîners festifs, les promenades pieds nus. Pour les moments rendus possibles avec le robot Husqvarna. Merci Bobby. Merci Cox. Merci Robotop. Pour une pelouse parfaite. Trouvez votre tondeuse intelligente sur husqvarna.fr. 79%, c'est la part des familles qui disent faire attention à leur budget. 79% qui sont à la pointe du recyclage. 79% pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en proposant un forfait bancaire avantageux pour les familles. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Cette gélule possède 12 actions minceurs. Elle est le résultat de l'alliance entre savoir-faire français et ingrédients de qualité. Chacune de ces 12 actions est reliée à un ingrédient clé. Le guarana, par exemple, a été sélectionné pour aider à favoriser la perte de poids et la combustion des graisses. Autant de plantes, vitamines et minéraux minutieusement choisis afin de concevoir une formule inédite. Anaca 3 Plus minceur 12 en 1, la gélule avec le plus d'actions minceurs. À découvrir en pharmacie et sur anaca3.com. En ce moment chez McDonald's, venez découvrir le nouveau BBO, Beef Bacon Onion, et retrouvez l'incontournable CBO, Chicken Bacon Onion. Bientôt 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. La Russie dit mettre désormais le cap sur l'est de l'Ukraine. Est-ce une forme de défaite pour Vladimir Poutine ou était-ce l'objectif depuis le début? Cette stratégie marque-t-elle un tournant dans cette guerre? Comment réagissent les habitants à l'ouest? On en parle dans ce journal. Sauver les habitants de Mariupol, c'est l'appel lancé par Emmanuel Macron annonçant une opération militaire conjointe avec la Turquie et la Grèce, membres de l'OTAN, pour évacuer les civils de cette ville pilonnée par les Russes depuis plusieurs semaines. Le président français échangera d'ailleurs à ce sujet avec Vladimir Poutine. Et puis deuxième jour du déplacement de Joe Biden, le président américain, en Pologne. Il est à Varsovie où il a rencontré son homologue polonais ainsi que des ministres ukrainiens. Il va prendre la parole vers 15h15 heure française. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. On va en parler dans un instant avec François Durper. « 31e jour de guerre en Ukraine et la Russie a annoncé se concentrer désormais sur l'est du pays et notamment le Donbass. Que pensent ceux qui se trouvent à l'ouest? Anaïs Krutz, vous êtes à Lviv, ville située près de la frontière polonaise. Comment réagissent les habitants sur place, Anaïs? Écoutez, les avis sont partagés. Il faut dire qu'hier, un petit peu après la déclaration de la Russie de vouloir se concentrer sur ses opérations dans le Donbass aux alentours de 16h, eh bien, les sirènes ont retenti dans une grande partie de l'ouest de l'Ukraine. Et cela, ça n'était pas arrivé depuis plus de 48 heures ici à Lviv. Le soir même, eh bien, on apprend que 6 missiles ont été tirés en direction de la ville de Vinnytsia. Vinnytsia, ça se trouve plutôt au centre-ouest de l'Ukraine. Donc ici, effectivement, on a du mal à croire à cette déclaration
de la Russie, d'autant que pour le moment, les autorités ukrainiennes n'ont pas pris la parole à ce sujet, ne se sont pas exprimées. Difficile donc pour les habitants de savoir si c'est une véritable volonté stratégique de la part de la Russie ou bien tout simplement un coup de bluff. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies avec David Kouloum et Elise Phillips. Je ne pense pas vraiment que les Russes vont se focaliser sur l'est de l'Ukraine. Il me semble qu'il s'agit d'une manœuvre psychologique envers les Ukrainiens quand ils disent qu'ils se focalisent sur l'est. Je pense que ce sont des mensonges. Le but de la Russie, c'est toute l'Ukraine. Peut-être même pas seulement l'Ukraine, peut-être les autres pays aussi. Pas une seule ville en Ukraine n'est en sécurité. Malgré tout, la population reste tout de même vigilante parce que même si la ville est calme, eh bien, les habitants ne se sentent pas épargnés par la guerre. Lviv pourrait même être une cible pour la Russie, notamment parce que c'est ici que transitent les armes ainsi que l'aide humanitaire venue d'Europe. Merci Anaïs Koutz en direct de Lviv à l'ouest de l'Ukraine avec David Kouloum et Elise Phillips pour BFM TV. Cette question, est-ce un tournant désormais dans la guerre menée par la Russie en Ukraine? Quelle est vraiment la stratégie de Vladimir Poutine? Élément de réponse avec Elisa Tranin. Le commandement russe a créé la surprise en annonçant concentrer son offensive sur l'est de l'Ukraine. Dans l'ensemble, les principaux objectifs ont été achevés. Les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui nous permet de concentrer le gros des efforts sur la réalisation de l'objectif principal, la libération du Donbass. Un Donbass en partie sous contrôle militaire russe depuis 2014, avec ses deux villes séparatistes, Donetsk et Lugansk, en jaune sur cette carte. Cette fois pour Vladimir Poutine, il s'agirait de s'emparer du reste de la région. Les deux républiques séparatistes représentent un tiers de la surface des deux oblasts. Or, Poutine voudrait la totalité des deux oblasts, c'est-à-dire qu'il a encore 2 tiers à avaler, si je puis dire. Ce qui inclut la ville de Mariupol. Alors cette concentration à l'est est-elle un piège ou une porte de sortie pour le Kremlin? Il faut rester méfiant, s'accordent les spécialistes. Lorsqu'une armée se retire de quelques kilomètres, 10, 20 kilomètres, en général c'est pour 3 raisons. La première, c'est la poudre d'escampette. À mon avis, ça m'étonnerait. La deuxième chose, c'est une réarticulation, ce qui est possible compte tenu des difficultés qu'a cette armée russe aux abords des villes. La troisième, c'est pour faire des frappes chimiques, des frappes artillerie, de tout ce qu'on voudra. Même si l'objectif principal est le Donbass, Vladimir Poutine aurait un intérêt à maintenir la pression sur le reste de l'Ukraine. Les Russes, elle n'a pas changé, elle est positionnée, elle a des forces qui sont mobilisées sur des sièges. Peut-elle relâcher cette contrainte? Si elle relâche cette contrainte, ça libère aussi des forces ukrainiennes. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Pour le moment, les bombardements se poursuivent ailleurs en Ukraine et les forces russes ne semblent pas en position de repli. Bonjour Sébastien Boussois, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant en relations internationales. Comment est-ce que vous analysez cette stratégie? Est-ce que, selon vous, le fait de concentrer cette offensive russe désormais sur l'est de l'Ukraine, est-ce que c'est un aveu d'échec pour Vladimir Poutine? Est-ce que c'est une nouvelle stratégie ou est-ce que finalement c'était sa stratégie depuis le départ? Écoutez, je ne lis pas dans le marc de café à ce stade-là, mais ce qui est clair, c'est que je pense que les derniers éléments, les dernières informations qu'on a eues ces derniers jours, nous expliquant qu'il y avait eu la perte de près de 10 000 soldats russes, que la Chine, finalement, elle est derrière la Russie sans véritablement l'être, probablement que Vladimir Poutine a sous-estimé d'une part la réaction occidentale et d'autre part a probablement aussi sous-estimé les soutiens qu'il pourrait obtenir de ses alliés traditionnels, c'est-à-dire en l'occurrence à part la Chine. Donc je pense que la stratégie de dispersion initiale a été extrêmement optimiste de la part de Poutine, qu'il pensait effectivement plus rapidement conquérir une grande partie du territoire et qu'à ce stade-là, c'est un peu dans une situation de repli peut-être provisoire, au moins à s'assurer avec certitude la conquête de choses qu'il ne parvient même pas en réalité à conquérir depuis des semaines. Il n'a qu'une seule ville, Mariupol est assiégé mais il ne l'a pas, Odessa non plus, Kiev résiste. Donc je crois qu'il veut au moins s'assurer quelque chose avant de continuer à disperser son énergie telle qu'il le fait depuis des mois et qui n'est pas très concluant. Alors selon vous, est-ce qu'on peut penser que c'est un tournant dans cette guerre qui est opéré avec ce recentrage sur le Donbass ?
Écoutez, un tournant chaque semaine, on a effectivement l'envie de se poser la question. On l'avait pensé pour le bombardement du théâtre de Mariupol. On l'avait pensé imaginant que Mariupol allait tomber. Puis après, on avait fantasmé sur Odessa. La stratégie militaire, elle est effectivement caméléon, elle est évolutive. Personne ne sait, encore une fois, ce qu'il se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Je crois qu'il est très pragmatique, que probablement peut-être qu'il cherchera effectivement à se concentrer sur ces villes. Il n'est pas exclu, encore une fois, on en a parlé depuis des semaines, mais qu'il y ait une partition à terme de l'Ukraine. Je n'en sais rien, mais est-ce qu'il vaut mieux qu'il s'assure ce dont il est sûr de pouvoir conquérir, ou qu'il continue effectivement à dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui se raréfie au fur et à mesure, et surtout beaucoup d'hommes qui sont, je dirais, dans une situation extrêmement compliquée avec d'autres bataillons ou d'autres corps qu'il a appelés comme les combattants de Syrie ou comme les Tchétchènes. Je crois qu'il est aujourd'hui probablement dans une opération plus, alors non pas guerre, mais dans une opération plus modeste, pour avoir l'assurance de ce qu'il peut peut-être au moins à terme récupérer et ne pas rentrer en tout cas à Moscou bredouille un jour ou l'autre. Sébastien Boussois, vous restez avec nous. On voulait également évoquer ce déplacement ce samedi, celui de Joe Biden. Deuxième jour de visite en Pologne. Il est à Varsovie, le président américain. Image en direct, regardez. Il se trouve à côté du stade national de Varsovie où sont accueillis les réfugiés ukrainiens. Il y a pas mal de monde sur place. Évidemment, un gros dispositif de sécurité. François Durper, c'est un déplacement important pour Joe Biden, qui, on le rappelle d'ailleurs, va prendre la parole dans quelques instants. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Il me semble qu'il a mis la casquette. Ouais. Oui, et les deux images sont faites pour être regardées en même temps. C'est-à-dire que le commentaire, il doit être à la fois celui... il y a un sens du timing du président américain et une force là, des renseignements américains de ce qui se passe sur le terrain. Donc à la fois, première information, repli aujourd'hui de l'armée russe vers des objectifs moins maximalistes, et pour tout le dire, contre-offensive ukrainienne. Donc ce sont de bonnes nouvelles pour à la fois l'Ukraine, l'OTAN, le président américain. Et d'autre part, la visite de Joe Biden, hier il était à 80 km de la frontière ukrainienne. Évidemment, ces deux images vont ensemble pour expliquer que cette guerre, c'est aussi une guerre de l'Occident. Alors une guerre pourquoi? Est-ce que c'est simplement pour la libération du territoire de l'Ukraine? Joe Biden dit non, c'est une guerre de valeurs, c'est une guerre d'idéaux. Et il l'avait dit dans la campagne, je ne suis pas Donald Trump, moi je vais me battre pour la démocratie. Et contre l'autocratie. Contre l'autocratie. Ouais. Alors, c'est pas complètement gagné de dire, il suffit pas de le dire pour que ça soit vrai. D'abord parce que Joe Biden, il demande à l'Arabie Saoudite plus de pétrole. L'Arabie Saoudite n'est pas le plus grand pays démocratique du monde. Il y a une mission américaine au Venezuela. Maduro, les Américains n'ont pas expliqué depuis des années que c'était le plus grand démocrate du monde. Pourquoi? La même raison. Plus de pétrole, alors même qu'il y a un embargo sur le Venezuela. Donc, pour les opinions du monde, c'est un peu complexe tout cela. Et il y a aussi le deux poids, deux mesures. Là, les Ukrainiens, on va les accueillir aux États-Unis. Très bien, ils ont de la famille aux États-Unis. Grande-Bretagne, États-Unis ont accueilli 50 000 Syriens. Les images de la guerre en Syrie, les Américains l'ont vu, le monde entier a vu les massacres en Syrie. 50 000 Syriens pour les États-Unis et pour la Grande-Bretagne. Donc là, ce deux poids, deux mesures, il va falloir parler à l'ensemble du monde et pas seulement parler au bloc occidental, pas seulement parler OTAN, mais dire finalement à toutes ces sociétés civiles du monde entier, pas seulement en Occident, pourquoi cette guerre est juste, pourquoi il est important d'isoler la Russie, parce que si effectivement 141 États ont voté évidemment contre la Russie sur les 193, c'est important, mais 35 se sont abstenus. Et sur ces 35, l'Inde, la Chine, le Vietnam, l'Irak, l'Afrique du Sud, en démographie, c'est plus de la moitié de la population de la planète. Et puis, il y a aussi des sociétés civiles, on pense notamment à l'Afrique, qui dit, ces images, on les a peu commentées sur les médias occidentaux d'Africains et de la situation qui était faite aux Africains en Ukraine. Le régiment Azov, est-ce que c'est de la propagande russe de dire qu'il est néo-nazi? Tout ça, c'est une petite musique dans beaucoup de sociétés civiles. Si vous allez à l'étranger, pas seulement dans les pays européens, eh bien, il y a une interrogation. Est-ce qu'il y a du blanc et du noir? Est-ce qu'il n'y a pas des zones grises? Le président Biden aujourd'hui doit parler au monde et pas seulement dire c'est un front occidental contre la Russie. Sébastien Boussois, merci d'être resté avec nous. Selon vous, les États-Unis sont-elles aux manettes désormais pour afficher cette opposition face à la Russie?
Écoutez, je crois que Joe Biden s'est sûrement rendu compte qu'il avait un peu sous-estimé la bête, si je puis dire, et qu'il était dans une situation où c'est quelques gaffes, notamment sur la question de l'Ukraine, ou sur l'idée de dire que de toute façon, quoi qu'il se passe, ou quoi qu'il en coûte, les États-Unis ne s'embarqueraient pas dans l'affaire. Je crois qu'il est tiraillé entre cette politique du désengagement tel qu'il nous l'a vendu dans le prolongement de l'administration Obama et Trump, et en même temps cette peur panique de présenter aux Américains une politique qui les pousserait ou qui le pousserait à se réinvestir sur un terrain de guerre. Je rappelle, cette année, il y a les midterms, il est dans une situation qui n'est absolument pas totalement favorable pour lui. Le fait d'aller à contre-courant de ce qu'il a vendu aux Américains il y a quelques mois et la débâcle en Afghanistan, ne nous l'oublions pas, je pense qu'il marche sur des œufs et qu'il prend effectivement des gants avant de clairement prendre une position au-delà des mots qui seraient cette fois-ci des actes. Merci. Vous restez avec nous, Sébastien Boussois. Joe Biden qui est donc aux côtés des réfugiés ukrainiens en Pologne actuellement. On le rappelle, 3,7 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays depuis le 24 février, dont plus de 2,2 millions vers la Pologne. C'est là que se trouvent Kelly Lafin et Philippine David, près de la frontière ukrainienne. Elles ont pu rencontrer justement certains de ces réfugiés. Oui, exactement, de l'ensemble de l'Ukraine. Alors ceux que nous avons rencontrés principalement venaient de la région de Kiev ou de Kharkiv. Ce sont principalement, vous pouvez le voir, des femmes avec des enfants. Beaucoup de ces femmes ont laissé leur mari en Ukraine. Par exemple, Hélène, que nous avons rencontrée ce matin, qui est venue seule de Kiev avec ses 4 enfants et qui nous expliquait à quel point c'est un déchirement d'avoir dû laisser son mari là-bas. Toutes nous disent avoir le même désarroi, d'avoir dû choisir entre rester ensemble ou séparer la famille pour assurer la protection des enfants. C'est ce que nous disait Hélène. Elle a été obligée de partir pour assurer la sécurité des enfants. Alors elle sait où elle ira. Elle ira en Espagne parce qu'elle a une connaissance là-bas. Elle a trouvé une famille pour les accueillir. Mais beaucoup ne savent pas du tout où aller. Ils n'ont personne. Nous avons par exemple rencontré Tatiana avant-hier à la gare de Kharkiv. Elle était avec sa sœur et son neveu. Ils étaient assis par terre, perdus. Elle nous disait qu'elle ne savait pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Et c'est pour ces réfugiés que cette situation est la plus difficile parce qu'ils ont dû partir de leur maison parfois en quelques minutes et puis à présent ils ne savent pas, ils n'ont aucune perspective sur ce que sera leur avenir. Beaucoup donc choisissent de rester au plus près de la frontière pour pouvoir plus rapidement revenir en Ukraine si la guerre se termine. Ainsi, ce centre pour réfugiés par exemple que vous voyez ici est censé accueillir les réfugiés pour 24 heures. Certains y sont depuis 2 semaines. Dans ce contexte de guerre en Ukraine et après 31 jours de conflit, une grande opération humanitaire va être lancée pour évacuer les civils de Mariupol, cette ville martyre. C'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron. Nous allons, en lien avec la Turquie et avec la Grèce, lancer une opération humanitaire pour évacuer toutes celles et ceux qui souhaitent quitter Mariupol. Mon équipe a pu avoir le maire de Mariupol il y a quelques heures pour organiser cela avec lui. Et nous organiserons les choses dans les meilleures conditions possibles. Mais vous voyez, quand cette situation est là, cette ville de plus de 400 000 habitants n'a plus aujourd'hui que 150 000 habitants qui y vivent dans des situations dramatiques. Et donc nous devons absolument obtenir la cessation des conflits là-bas et en tout état de cause, nous agir d'un point de vue humanitaire. Donc je ne peux pas dire que c'est un début de repli ou que c'est satisfaisant, parce que là-bas c'est le drame. Bonjour Anne Avril, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale d'UNICEF France. Avant de revenir avec vous sur la situation humanitaire terrible pour les Ukrainiens, notamment pour les enfants, d'abord un mot sur cette opération humanitaire souhaitée par la France pour extraire entre guillemets les civils de Mariupol. Est-ce que selon vous c'est réalisable et est-ce que l'UNICEF va pouvoir jouer un rôle dans cette action ? Écoutez, d'abord on peut se réjouir qu'on essaie de venir en aide aux civils de Mariupol qui sont absolument piégés. Je ne suis pas certaine que l'UNICEF va être en première ligne parce que ça va être des opérations essentiellement militaires ou en tout cas avec l'appui des militaires. Nous, on sera là pour accueillir les enfants civils qui auront pu être évacués comme vous pouvez l'imaginer et pour nous assurer qu'ils aillent bien et prendre en charge ceux qui ne le seraient pas. Alors justement, vous abordez la situation de ces enfants, notamment la situation humanitaire, elle est terrible en Ukraine pour les civils, mais aussi donc pour ces enfants. La moitié d'entre eux ont quitté le pays, c'est la moitié de tous les déplacés. Cette guerre, elle a provoqué l'un des déplacements d'enfants à grande échelle les plus rapides depuis la Seconde Guerre mondiale. Que vont devenir ces petits-enfants? De quoi ont-ils besoin? Écoutez, on l'a vu à travers vos images. C'est essentiellement des femmes et des enfants qui viennent.
déchirés pour la plupart parce qu'ils ont laissé leur père derrière. Ils arrivent, alors généralement, surtout avec des troubles psychologiques importants. Hein. Donc notre première responsabilité, c'est de s'assurer qu'ils aillent bien, de les mettre au chaud. On a mis en place tout au long des frontières et notamment en Pologne ce qu'on appelle des blue dots, c'est-à-dire des espaces d'accueil, des espaces de refuge pour que ces familles puissent avoir accès à des soins, à du repos, à se connecter aussi, c'est important, vous savez, d'essayer de retrouver ses proches quand on a fui très rapidement avec peu d'affaires, et puis leur donner des vêtements chauds et s'assurer évidemment qu'ils aient un point de chute un peu plus tard, ce qui est le cas, et vous avez vu les difficultés qu'il peut y avoir pour certains qui n'ont pas de point de chute dans les pays d'accueil. Donc voilà, donc les enfants, ils sont, vous l'avez dit, c'est le plus grand déplacement d'enfants depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, un phénomène sans précédent, donc une importante opération logistique à mettre en place pour l'ensemble des agences des Nations Unies et pour l'UNICEF, parce que oui, la moitié des enfants ukrainiens sont sur la route, que ce soit à peu près 2 millions qui sont partis dans les pays voisins et le reste qui sont restés en Ukraine, mais dans des conditions d'insécurité que vous connaissez aussi bien que moi. Justement, pour ceux qui ont pu rester sur place en Ukraine, est-ce que vous arrivez encore à acheminer de l'aide vers ces hôpitaux ? Oui, alors on a accès à des corridors humanitaires qui nous permettent d'envoyer des biens de première nécessité. C'est essentiellement des équipements médicaux et notamment tout ce qui est obstétrique. Nous, on est vraiment sur toute la partie survie de l'enfant et puis évidemment accouchement, donc pour que les accouchements puissent continuer à se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Kit d'hygiène, accès à l'eau, c'est très important. Hein, il y a quand même plusieurs millions de personnes qui manquent d'eau. Et puis aussi, ça peut paraître un peu surprenant, mais on continue à assurer une continuité scolaire. Donc on envoie aussi pour les professeurs qui continuent à assurer l'école même à distance des fournitures pour continuer. Vous savez que c'est important de maintenir une continuité éducative pour le bien-être des enfants. Et puis évidemment des couvertures et des vêtements parce qu'il fait encore très froid en Ukraine. Anne Avril, quels sont les conseils que vous pourriez donner à ces mères qui quittent le pays, notamment en tout cas qui sont déplacées avec leurs enfants ? Alors écoutez, qu'elles viennent dans les points d'accueil à l'UNICEF, parce que je pense que c'est là où elles seront le mieux accueillies. Le premier conseil, c'est de ne surtout pas se séparer de ces enfants. On a aussi ce phénomène des mineurs non accompagnés qui nous préoccupe beaucoup. Les parents ont cru bien faire. D'ailleurs, certaines mères ont fait le choix de rester près de leur mari, et du coup, elles ont confié leurs enfants ou leurs enfants à des voisins, ou à des proches, ou à des personnes qu'elles connaissaient de loin. Et on se retrouve avec plusieurs milliers d'enfants qui n'ont pas de parents ou de grands-parents auprès d'eux. Et ça, c'est très préoccupant parce que les mineurs non accompagnés doivent être pris en charge dans des conditions très spécifiques. Et l'UNICEF s'attache à le faire pour ne pas mettre ces enfants encore plus en danger. Merci beaucoup, Anne Avril, d'avoir été avec nous. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. Non, je voulais dire qu'on peut aussi continuer à soutenir la population ukrainienne. Les Français sont très généreux, ils doivent continuer à le faire parce que c'est essentiel. Et c'est important, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Sébastien Boussois, je reviens vers vous concernant cette aide humanitaire, ce couloir humanitaire également, cette opération qui continue en tout cas de se mettre en place. Emmanuel Macron qui l'a, on le rappelle, proposé avec l'aide, c'est ce qu'il espère, de la Turquie et de la Grèce. Anne Avril, vous êtes toujours avec nous, je crois, excusez-moi. Est-ce que selon vous, vous pensez qu'il peut y avoir une collaboration de plusieurs pays ? On le disait, Emmanuel Macron souhaite que la Turquie et la Grèce participent également. Est-ce que selon vous, ça peut vraiment être une collaboration de plusieurs pays ? Je crois que la collaboration de plusieurs pays est déjà de fait en route, en tout cas sur la coordination de l'accueil aux réfugiés, j'imagine sur l'ensemble des opérations. Maintenant, de toute façon, ce sera une réponse globale de l'Union européenne et des pays et des limitrophes, comme M. Macron le fait depuis qu'il a pris en main évidemment les négociations et, comme vous l'avez annoncé à l'instant, l'évacuation de Mariupol, en tout cas des civils qui
quitter la ville. Donc c'est important qu'on se coordonne, que tous les États viennent à la fois à la table des négociations, mais aussi surtout pour l'assistance aux populations civiles qui sont pour beaucoup en danger, ou en tout cas qui ont besoin d'un abri. Et donc les pays limitrophes ne pourront pas seuls assurer cette capacité d'accueil, comme vous le savez. Merci beaucoup Anne Avril d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Dans l'actualité également en France, le Pays Basque et le monde du rugby qui rendent un dernier hommage cet après-midi à Federico Martin Aramburu, cet ex-international argentin et ancien joueur du Biarritz Olympique, tué par balle après une altercation dans un bar. C'était à Paris samedi dernier. Vous voyez ces images en direct de ces obsèques qui sont célébrées en l'église Sainte-Eugénie à Biarritz, et un grand écran qui retransmet à l'extérieur la cérémonie également. Il a été installé sur le front de mer face à cette église, et beaucoup de monde venu pour adresser ce dernier adieu et faire cet hommage donc à cet ancien international rugbyman qui a été assassiné la semaine dernière à Paris. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons bien sûr de ce 31e jour de guerre en Ukraine et aussi de ce déplacement de Joe Biden en Pologne, le président américain qui est à Varsovie. Il est actuellement près du stade national de Varsovie aux côtés des réfugiés ukrainiens qui sont nombreux à être accueillis sur place. Vous voyez ces images en direct. Joe Biden qui doit prendre la parole dans l'après-midi. Il doit notamment faire un point sur cette situation. Il s'est entretenu, on le rappelle tout à l'heure, avec le président polonais. À tout de suite.